Shalom Aleichem. Alors on est toujours donc sur l'information de Maïl et Avin. On va s'intéresser dans ce cours à un titre peut-être un petit peu nouveau pour certains d'entre vous, bouder ou les inconvénients du passif agressif. Alors de quoi s'agit-il? Passif agressif, c'est l'attitude qui consiste, on appelle ça en français populaire, bouder. D'accord? Bouder, ça veut dire qu'on se tait, on ne parle pas, on ne répond pas, on ne communique pas, terminé. Bien. Enfin, on ne communique pas. On communique, mais on communique par le silence. En fait, c'est un silence qui gronde. C'est un silence de réprobation. C'est un silence qui fait passer en fait beaucoup d'agressivité. Donc on est effectivement dans une situation passive parce qu'on n'intervient pas activement, on ne parle pas, on ne fait pas de gestes, on ne dit rien, on reste dans son coin. Mais en même temps, il y a une formidable agressivité qui est charriée par le comportement qu'on a adopté. Ça s'appelle passif-agressif. C'est une des manières les plus courantes de détruire la relation entre le mari et la femme. Vous savez, nous, quand on se dispute, en fait, on ne se dispute pas, mais on boude. C'est terminé, on peut rester comme ça pendant 2 semaines. Pendant 2 semaines, on ne se parle plus, on ne s'adresse plus la parole, et puis voilà. On s'occupe des enfants, mais on ne se parle pas. Et même, en général, ça peut dégénérer avec une relation dans laquelle, finalement, on part pendant 2-3 jours. Ça peut aller jusque-là, passif-agressif. Alors, il y a des inconvénients à cette attitude, effectivement. Le premier inconvénient, effectivement, c'est que, on ne communique pas, donc c'est un problème, parce que l'autre, il ne peut pas vraiment deviner ce qu'on a en tête, mais on va essayer de comprendre un petit peu ce qui se passe. Alors, à quelle catégorie, d'abord, appartient ce comportement? Bon, on va dire, c'est pas réellement du casse, c'est pas de la colère, c'est pas que... Parce que quand je suis en colère vis-à-vis de quelqu'un, en général, je lui dis, répare. Je suis en colère contre toi parce que tu m'as fait ça. Pourquoi tu as fait ça? Répare. Répare ce que tu as fait. Ça, c'est ce qu'on dit quand on est en colère. Mais il y a une autre expression en hébreu qui est très intéressante, qui est le zaham. Zaham, c'est pas de la colère, ça. Par exemple, nos sages nous disent, kol mishe koes, kol mine geinom sholtim alav. Tout celui qui est en colère, il y a plein d'enfers qui lui pèsent sur la tête. Il vit en enfer. De quoi on parle? On parle de quelqu'un qui est en colère et qui dit à l'autre, je veux que tu répares. Non, c'est pas de ça dont on parle. On parle du zaham ici. C'est-à-dire de la rage, la fureur. Cette fureur qu'on ressent en soi, c'est en fait, on ressent une immense souffrance. Pourquoi? Parce que la réalité ne se plie pas à notre volonté. On n'est pas content de ce qui s'est passé. On n'est pas content de ce qui a été dit. On n'est pas content de ce qui a été fait. Alors on le manifeste. Maintenant, on pourrait le manifester en disant, je ne suis pas content et j'exige réparation. Excuse-toi. Qu'on mette fin à cette histoire. Pourquoi tu t'es comporté comme ça? Une fois de plus, je vais devoir oublier alors que tu m'en fais voir de toutes les couleurs. Répare ce que tu as fait. Mais là, on ne va pas faire ça. En fait, ici, on est pris dans une souffrance. En fait, l'attitude de l'autre, elle va prendre chez nous, non pas les proportions d'une gêne et peut-être même d'un affrontement, ça va prendre la forme de ce qu'on appelle en français une souffrance. C'est un sével. Le mot hébreu sével, ça veut dire supporter. Quand on prend un sabal, quand on prend quelqu'un qui porte des paquets comme ça, un déménageur, il porte comme ça, d'accord? Il supporte une charge très lourde. On va prendre la charge d'une souffrance, ça va prendre la forme d'une souffrance. C'est un sével. Et en fait, qu'est-ce qui est caché un petit peu derrière cette histoire de passif-agressif? C'est finalement une incapacité de voir autre chose que la souffrance. Et donc, d'une certaine manière, ça n'est pas seulement que moi je souffre, il faut que toi aussi tu souffres. Mais parfois, ça peut aller même jusqu'à la réalité. La réalité aussi, elle doit souffrir. C'est pas seulement moi qui souffre. Il faut que toi, tu souffres, il faut que les enfants souffrent, il faut que la réalité souffre, il faut que le monde entier ait mal. Il y a une manière, dans le passif-agressif, de se situer au centre du processus, de tracer un cercle, comme ça. On se met au centre, et on dit, je suis le centre de la souffrance. Toi, tu es la périphérie. Toi qui m'as fait du mal, à la rigueur, tu peux même ne plus être tellement important, finalement, parce que, finalement, je désire souffrir de ça. Alors attention, on s'entend. Personne ne désire souffrir. Quand on dit « je désire souffrir », ça veut dire que c'est plus commode pour moi d'adopter la réponse de la souffrance, parce que c'est ce qui va me permettre de me venger de toi. C'est ce qui va me permettre de verser toute la violence que je veux verser dans cette histoire. C'est ça le désir. Personne n'aime souffrir. Même les gens qui sont sadomasochistes, ils n'aiment pas souffrir. Ils aiment souffrir dans une certaine séquence et d'une certaine manière, et puis dans un certain temps. En réalité, ils ne veulent pas souffrir. Personne ne veut souffrir. J'en n'aime pas souffrir. Simplement, il y a ici le désir d'utiliser la souffrance pour pouvoir retourner à l'autre quelque chose.
Alors, il y a aussi un autre mode d'expression ici, c'est qu'en fait, on ne peut pas crier non plus. Crier, ça serait trop fort, ça serait trop pas bien de crier. Socialement, ça se fait pas, dans la famille, ça se fait pas. Les voisins vont l'entendre. Ah, si je crie, l'autre va pouvoir me dire, mais t'es vraiment... allez, vas-y, continue à crier. Non, il faut que je sois entendu. Donc je vais me taire. Je vais être bien entendu. Je vais pousser un cri intérieur. D'accord? Mon silence, il est criant. Alors, quels sont les problèmes qui sont liés à l'attitude passive-agressive? D'abord, ça dure un certain temps, mais à un moment, on va devoir en sortir. Ça fait maintenant une semaine que je fais la tête et que je bouge. Il y a un moment, ça y est, l'autre vient me voir, il me dit, écoute, je sais, j'ai compris, il y a un problème. Ok, je reconnais que je me suis mal comporté, mais ce serait bien de mettre fin à cette histoire. Ce serait bien de sortir du conflit. D'accord? J'entends un peu. Mais là, on est pris parce qu'on s'est enfermé dans un certain modèle. D'accord? Quand on va enfin lui dire que finalement, c'est parce que il nous a fait ceci ou il nous a fait cela, nous allons nous-mêmes nous rendre compte que nous n'avons pas gardé les proportions entre le fait et la réaction. Parce que le passif agressif, c'est d'abord une réaction. Est-ce qu'on a su garder les proportions? Et effectivement, souvent dans l'attitude passive-agressive, dans la bouderie, il n'y a pas réellement de rapport entre ce qui s'est passé et notre réaction. Et donc on a ici un petit problème, c'est qu'à un moment on se retrouve nous-mêmes piégés. Donc ça c'est le premier problème du passif-agressif, c'est le piège. C'est qu'en fait le passif-agressif c'est quelqu'un qui est pris dans un piège. Parce qu'il a été un petit peu trop loin, un petit peu trop longtemps et un petit peu trop fort dans son silence réprobateur, violent. Donc il y a un problème de proportion, il y a un problème de comment je vais faire pour m'en sortir maintenant. Et là, effectivement, après, ça se heurte à un problème d'ego. Et c'est comme ça que parfois, certaines disputes peuvent s'éloigner du centre de gravité du problème. On peut aller dans la périphérie. On n'est plus du tout en train de gérer le problème, on est en train de gérer les conséquences du choix que j'ai fait pour gérer le problème. Ok. Il y a un deuxième problème, c'est que je vais en sortir, mais quand je vais en sortir et que je vais commencer à parler, l'autre, il va me répondre, donc il m'attend au tournant. Or, moi, j'avais raison, parce que j'ai boudé. Ouais, j'avais raison, j'ai raison, j'ai toujours raison, d'accord? Donc l'autre, ici, il m'attend à la sortie de l'école, là. Il m'attend. Comment je vais faire pour me mesurer? Donc je suis déjà en train de fourbir mes armes, et donc je suis, encore une fois, pas du tout dans la gestion du problème. Je suis ici dans la gestion de mon problème, de ma souffrance, mais pas dans la gestion du problème. Ensuite, il y a un troisième problème qui est l'incompréhension installée sur le long terme. Hein, parce qu'il faut savoir qu'en général, passif-agressif, une fois, deux fois, trois fois, bon, disons, mais quand ça devient un mode de réaction et que ça dure à chaque fois longtemps, ça installe sur le long terme un dysfonctionnement dans la communication. Non, je ne vais pas dire ça parce qu'on va encore faire des crises, laisse tomber. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer chez l'autre? Il a peur maintenant, l'autre. Et il a beaucoup plus peur de cette attitude, que de l'attitude qui consiste à crier ou à hurler ou autre, etc. Bien qu'on en ait de toute façon toujours très peur. Surtout quand c'est en général les maris qui crient et que les femmes sont obligées de se taire ou que les enfants se sentent un peu écrasés. Mais même quand la femme crie et que le mari est obligé de reculer aussi, c'est un problème. Mais cela dit, l'attitude passive-agressive, elle crée une interdiction de communication. Donc il y a des tas de domaines dans lesquels on ne va plus parler. Mais on ne va pas en parler pendant combien de temps? Un jour ou l'autre, ça ressort. Donc là, on a interdit une communication, on a interdit un fonctionnement, donc on a permis à la haine de s'installer. C'est quelque chose qui n'est plus disons, un dysfonctionnement. Là, ça peut être de la haine qui s'installe, et donc on peut arriver au divorce. Le passif-agressif, c'est quelque chose qui peut amener au divorce. Bon, il y a maintenant un autre problème, quatrième problème. Mon mode de réaction dans le couple, est-ce que je suis bien certain que c'est le mien? Alors je précise, le mien en tant qu'adulte maintenant de 25, 30 ans, 40 ans, 50 ans. Est-ce que c'est bien le mien? Ou alors c'est celui de l'enfant qui est en moi? J'ai le petit enfant qui boude, comme ça. Ou alors non, peut-être qu'en vérité, autre possibilité, je suis en train d'importer ce que j'ai vu chez mes parents. Alors, vous allez me dire, ça c'est valable pour tout, c'est valable pour les crises, c'est valable pour les coups, c'est valable pour claquer la porte. Mais dans le passif agressif, il y a quelque chose de très particulier. C'est qu'il y a une jouissance particulière à l'attente de l'autre qui est créée par notre silence. Ça, c'est quelque chose qui, lorsqu'il a été expérimenté en tant qu'enfant, dans le vécu de l'enfant qui a vu les parents, c'est quelque chose qui a marqué profondément, durablement l'enfant. Vous allez me dire, la colère aussi, les coups aussi, c'est vrai. Mais là, si vous voulez, comme il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre de la pulsion où on se déverse, parce que le cri, les coups, la colère, c'est du pulsionnel.
le passif agressif, ça peut être une certaine perversité, c'est qu'il y a une préméditation, il y a beaucoup d'intelligence, entre guillemets, dans le passif agressif. Donc c'est quelque chose qui peut marquer durablement le mode de fonctionnement intelligent de l'enfant, devenu adulte plus tard, dans son couple. D'accord ? Ça, j'ai vu que ça marche. D'accord ? C'est une manière d'assujettir l'autre, d'asservir l'autre. Donc ça, c'est un point fondamental. Une question aussi qu'il faut se poser. Alors, il y a un autre point également, c'est est-ce que l'autre, il peut deviner ce que je pense ? Parce que parfois, vous avez un problème, vous ne dites pas à l'autre, il dit, mais est-ce que tu peux me dire au moins ton problème ? Non, est-ce que tu peux m'expliquer au moins ton problème ? Ça fait 2 jours que tu ne m'adresses pas la parole. Bon, j'ai compris, j'aurais pas dû te dire devant tout le monde que tu es grosse. Ou j'aurais pas dû te dire devant tout le monde que tu as passé 3 fois ton bac. Oui, bon, d'accord. Mais enfin bon, d'accord, c'était il y a 20 ans, hein ? D'accord ? Puis de toute façon, tu es grosse, mais je suis marié avec toi, donc ça va. Oui, alors, ça crée une certaine violence. Mais en vérité, celle qui n'est pas à l'aise avec son corps, est-ce qu'elle peut expliquer le sentiment d'humiliation qu'elle a ressenti à 12 ans quand sa mère l'a emmenée dans un magasin et lui a dit « Mais qu'est-ce que t'es grosse, ma fille ?» devant tout le monde, et qu'elle a rougi, et que sa mère n'arrêtait pas de lui répéter des choses sur son corps. À quel point, finalement, les remarques que le mari va faire sur le corps de la femme sont des remarques blessantes. Si elle ne s'explique pas, si elle ne dit pas les choses, si elle ne restitue pas l'intensité de sa souffrance par rapport à ça, est-ce que le mari va le comprendre ? La même chose, il a passé le bac 3 fois. Il a été humilié, il a été rejeté, il a été obligé de faire un CAP de plomberie, puis après il s'est fait à la force de la main, et tout, etc. Puis là, maintenant, il a une boîte extraordinaire qui fonctionne, et entre-temps, il a même passé un diplôme d'ingénierie hydraulique, et pour rattraper, pour se venger de ces années où il n'arrivait pas à travailler. Voilà, maintenant, il est installé, il est au fait de sa réussite sociale. Mais s'il ne dit pas sa souffrance, s'il ne la raconte pas, s'il n'explique pas, s'il ne communique pas dessus, est-ce que l'autre, il peut comprendre l'intensité de la souffrance ? Il dit, oh, ça va, aujourd'hui, tu as tellement réussi. Qu'est-ce que ça peut te faire qu'on dise ça ? C'est une plaisanterie, mais c'est une blessure ouverte, s'il ne le dit pas. D'accord ? Alors, il y a un autre compte à faire, effectivement, dans le passif agressif, c'est que la question, c'est évidemment, est-ce que rétablir la communication, c'est pas plus intéressant que de se priver de communication ? Parce que finalement, on l'a dit, dans le passif agressif, il y a une notion de souffrance. Ça veut dire, c'est pas seulement que moi je vais souffrir, c'est toi tu vas souffrir et la réalité elle va souffrir. Est-ce que c'est intéressant de faire souffrir finalement toute la création pour ma souffrance ? Est-ce que ça vaut pas mieux de communiquer et d'expliquer, et même de s'entendre dire « Ah, c'est ça quand même », mais de comprendre que l'autre il a quand même commencé à comprendre. Ok ? Est-ce que ça vaut pas mieux ? Alors, pour situer maintenant de manière claire et nette dans un signifiant, parce que c'est intéressant, il faut donner un signifiant, un mot, qui quand même traduit un petit peu cette attitude du passif-agressif. Quel est le mot, on va dire le synonyme de passif-agressif ? Quel est le mot qui convient, qui définit le mieux ce que peut être un passif-agressif ? Le synonyme, vraiment, qui explique ce qu'est le passif-agressif. Le meilleur mot, c'est la fuite. Passif-agressif, c'est la fuite. D'accord ? Les gens s'enfuient. Alors, il y a des gens qui s'enfuient en claquant la porte. Ils hurlent, bah, paf, ils claquent la porte, ils s'en vont. Bon. Vous avez des gens qui fuient en eux-mêmes. Et vous avez des gens qui fuient dans l'espace. Ça veut dire, je ne me confronte pas à ce que tu as dit et je ne t'explique pas mon problème et je ne veux pas aller vers la solution. Mais je vais fuir dans l'espace. On est dans une maison, on est dans une société, on travaille ensemble, on est dans une yeshiva, on a une chavruta, on travaille en binôme, on a un espace, je reste dans l'espace. Attention, je suis là, et je fuis. Ça, je n'affronte pas. Et donc en fait, c'est finalement ce que la fuite traduit, c'est une incapacité à gérer les conflits. Parce que, ou on a peur de sa propre violence, on préfère rester passif-agressif parce que si on crie, on va générer tellement de violence que ça sera insupportable. Ou alors finalement, on a vu les parents se disputer et on a jugé finalement que c'est trop dangereux de se disputer. Mais dans tous les cas de figure, il y a ici en fait une certaine, comme dans le kaas qui s'exprime violemment, dans le passif-agressif qui est une forme de kaas, qui est une forme de colère, il y a quelque chose qui est une inadaptation à la réalité. Nos sages nous enseignent que le kaas, la colère, c'est une inadaptation à la réalité. Par exemple, Moshe Rabbeinu va se mettre en colère. Il envoie Pinchas, Éléazar et les soldats juifs guerroyer contre les gens de Midian, qui ont tenté de prostituer les Bnei Israël avec les filles de Midian. Alors il dit, il faut se venger de Midian et il faut aller faire la guerre à Midian. Bon, très bien. Quand les guerriers reviennent,
alors ils reviennent, ils ont pas mis hors service donc les femmes qui avaient participé à cette prostitution, ils amènent même des ustensiles. Enfin, Moshe Rabbeinu dit, mais pourquoi vous avez fait ça? Il s'énerve. Et là, la Torah nous dit qu'il a oublié des halachot, il a oublié des lois. Tout celui qui s'énerve, même si c'est un chacham, eh bien, sa chokhma, sa sagesse, elle s'en va. Si c'est un avis, c'est un prophète, sa prophétie s'en va. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un se met en colère? Quand quelqu'un se met en colère, en vérité, il n'est pas adapté à la réalité. Par exemple, là, en l'occurrence, Moshe Rabbeinu, il aurait pu dire « Mais pourquoi vous avez fait ce choix? Parce que ce choix, il a des conséquences. Donc moi, je vais devoir me mesurer aux conséquences de votre choix. Alors pourquoi vous avez fait ce choix? Et regardez les conséquences. » Il aurait pu parler de la réalité. Le casse, c'était précisément un refus de se mesurer aux raisons de ce choix et aux conséquences de ce choix. Donc il oublie ce pourquoi il est là dans le monde, de dire des halachot, de dire des lois. Revenons sur notre sujet. Dans la colère, il y a toujours cette notion de fuite hors de la réalité, c'est-à-dire de fuite hors de ma réalité, de ce que je suis. Alors, quand on est passif-agressif, il y a un caractère supplémentaire dans cette fuite qui est le caractère prémédité. Parce que quand quelqu'un se met en colère et crie, il peut toujours dire après « je m'excuse d'avoir crié, ça n'était pas moi, je ne me suis pas reconnu. C'était trop injuste que vous me usiez sur ça, vous avez dit pour rien. » Mais dans le passif-agressif, il y a une dimension qui est une dimension de préméditation, de cogitation. Ça veut dire qu'il y a ici une installation hors du réel. Parce qu'on l'a dit, quand la personne elle va devoir reprendre contact et qu'elle va se rendre compte que finalement il y a toujours une certaine disproportion entre la réaction et ce qui s'est passé, elle va se rendre compte qu'effectivement, elle a non seulement fui la réalité, mais du fait de sa préméditation, elle a reconstruit une réalité. Et c'est pour ça que le passif-agressif, c'est quelque chose qui, dans la hiérarchie de la colère, est quelque chose qui... Et c'est une attitude qui a des effets beaucoup plus pervers et beaucoup plus dangereux, notamment si elle est répétée et qu'elle devient vraiment le mode de gestion du conflit. Parce qu'elle consiste en fait dans le fait, non pas seulement de fuir la réalité, mais de construire une réalité. Et souvent, vous verrez que quand les gens sortent du passif-agressif, ils s'accrochent pendant 3/4 d'heure, pendant 1 heure, en disant « oui, mais tu m'as fait, oui, mais tu m'as fait ». Et l'autre dit « bon, d'accord, je t'ai fait, je m'excuse. Oui, mais tu m'as fait. D'accord, je t'ai fait, c'est derrière nous. Non, j'ai besoin que ça soit là. Parce que j'ai besoin de cette réalité là maintenant pour fonctionner vis-à-vis de toi, pour exercer de la violence vis-à-vis de toi. Donc il y a quelque chose de pervers. Et comme dans tous les processus pervers, quelque chose d'une certaine manière de prémédité. Ou quelque chose de très ancré. Dans les processus pervers, il y a toujours des choses qui sont ou préméditées, ou alors des choses qui sont vraiment des fonctionnements très ancrés. On n'arrive même plus parfois à se souvenir du début, mais c'est quelque chose qui est ancré, qui est profondément inscrit en moi. Voilà ce qu'on peut dire sur le passif agressif. Alors donc, évidemment, pour synthétiser, les inconvénients, ils sont évidents. Hein, c'est qu'un jour ou l'autre, on est obligé d'en sortir, et on a une rencontre avec le mensonge de la disproportion. Et donc, on ne peut que conseiller aux gens qui ont cette tendance-là, finalement, à se dire que il vaut mieux mettre assez rapidement fin à cette phase-là, et avec le temps, s'éduquer, en fait, à réagir à un événement en disant « voilà ce qui s'est passé, je ne suis pas d'accord ». De mettre des mots, plutôt que de mettre un silence, de mettre des mots et d'exprimer leur désaccord ou leur frustration ou leur colère, de le dire. On n'a pas interdit à quelqu'un d'exprimer les choses et de laisser une chance à l'autre de s'exprimer. Et ainsi, en fait, on va donner, on va dire, un contenu au conflit qui sera un contenu plus facile à gérer, parce que voilà ce que je pense et voilà ce qui s'est passé. Et donc ça exige réparation. Donc on est sur un casse ici, entre guillemets, qui est plus facile à gérer. Et puis ensuite, parce que on rejoint plus vite le réel et la réalité. Donc on s'en sort plus vite. Nos sages nous disent que le sheker, ça tient sur un pied, ça ne tient pas sur 2 pieds. Alors que émet, la vérité, c'est un mot qui est stable. C'est écrit sur la même ligne. Les lettres sont écrites sur la même ligne. Sheker, c'est un pied. Alors qu'est-ce que ça veut dire c'est un pied? Ça veut dire qu'un jour, il faut poser le 2e pied. On ne peut pas rester indéfiniment dans le mensonge. On peut se moquer d'une personne longtemps. On peut se moquer de quelques personnes de temps en temps, mais de tout le monde tout le temps, on ne peut pas. On ne peut pas mentir à tout le monde tout le temps. Donc il y a un beau jour, quand on est dans une certaine irréalité, on doit poser le pied. D'accord? Donc dans le passif agressif, on est dans le domaine d'une certaine manière du shaker, parce qu'il y a un problème à gérer. Et il faut le gérer. Et il y a une gêne, il y a une souffrance, il faut la dire. Il faut la dire, il faut l'exprimer. Et ça n'est pas parce qu'on l'a dit et qu'on va l'exprimer que l'autre va tout de suite la comprendre. Souvent, les gens disent « mais il faut dire et comme ça, on va comprendre ». Non, pas du tout. Les gens disent « vous savez, ça fait 100 fois que je lui dis, il ne comprend pas ». Ça n'est pas parce qu'on a dit que l'autre va comprendre. Mais parce qu'on a dit,
alors on n'est pas dans le domaine de la reconstruction fantasmatique de la réalité et du désir de plier la réalité à notre souffrance. On est dans le désir de la réparation. Et ça, c'est un désir qui est légitime. Quand on parle, on est dans le désir de la réparation, d'arriver à une réparation. On milite pour la réparation. Donc là, on est dans la vérité. Très bientôt. Thank you.